Et voilà, alors je vais continuer les questions-réponses. Alors voilà, une autre question liée à ce que je viens de parler un petit peu, donc c'est lié à la politique, à plein de choses, mais enfin bon, je vais y répondre. Que penses-tu des identitaires? Alors, l'identité, je l'ai écrit dans mon livre, et je l'ai, je crois, dit lors de nombreuses présentations. L'identité, ce qui fait qu'on est ce que l'on est une question fondamentale qu'il faut se poser aujourd'hui. Parce que le monde globalisé où nous sommes tous frères égaux et toutes ces conneries, ça va pas nous aider quand les choses sont difficiles. La réalité, c'est que quand les choses sont difficiles, si on a la malchance, si on a la chance plutôt de tomber sur des gens qui nous aident, tant mieux. Mais la réalité, c'est que probablement, si ça va mal, si les tensions augmentent, en tout cas c'est ce qu'on voit en observant la réalité dans le monde, c'est que les gens ont plutôt tendance à rester avec ceux qu'ils considèrent comme eux qu'avec des gens qu'ils considèrent comme autres, différents ou étrangers. Alors la conséquence de cette réflexion et de cette constatation, c'est que, malheureusement, dans le monde dans lequel on est, il n'y a plus d'identité. En tout cas, il n'y a plus d'identité commune. Nous sommes un vaste nombre d'individualistes qui ne sont pas capables de travailler ensemble, ne sont pas capables d'avoir des racines communes, ne sont pas capables d'avoir de la collaboration, de la solidarité concrète ensemble. En réalité, la seule solidarité qu'on a, c'est celle qui nous est imposée par la force de la taxation et leur redistribution en fonction des avantages politiques. Et non pas parce que nous avons sincèrement envie d'aider notre prochain, à part bien sûr une petite minorité de gens ou des communautés religieuses ou des communautés qui ont à cœur, ou des individus qui ont à cœur d'utiliser une partie de leur fortune ou de leur richesse pour aider les autres dans le projet qui est de leur choix et qui est le leur. Et pourquoi pas? Et ça, c'est très très bien. Si vous avez gagné de l'argent, ou vous en avez reçu, vous le dépensez comme vous voulez. Lorsque c'est l'État qui s'occupe de redistribuer, attention, ça peut être vite de la tyrannie, ça peut être redistribué, on le voit aujourd'hui dans les arts ou dans les associations, par copinage, par affinité culturelle, communautaire, religieuse, politique, et non pas parce qu'il y a un vrai besoin ou une vraie raison. Donc soyons très très attentifs avec ce que ça veut dire l'identité. Alors, bien que ce genre de réflexion ait été avec moi pendant longtemps, moi, pour ceux qui me suivent, vous le savez, moi ayant été éduqué en Suisse dans un monde, dans un environnement qui est à la fois riche d'un certain aspect, mais aussi qui a un environnement multiculturel qui fonctionne bien, eh bien, je ne me suis jamais vraiment trop posé la question d'identité, à part évidemment qu'il était évident que par ma nourriture, par mes cultures, j'ai des racines qui sont italiennes, puis par mon environnement de vie, une culture suisse, et puis voilà, une culture professionnelle très américaine, très libertaire, libertarienne, et puis probablement j'ai évolué dans un monde libéral-libertaire, c'est évident, donc ça c'est à la base. J'ai commencé à prendre un peu plus conscience de qui je suis, qui sont mes racines, etc. Lorsque, peut-être vers 30 ans, comme ça, j'ai commencé à réfléchir aux fragilités du monde. Et là, je me suis dit, mais tiens, au fond, savoir qui on est et être entouré de gens avec qui on se sent bien, c'est important. Alors, qui c'est ces gens avec qui se sent bien? Est-ce que c'est des gens avec qui on a des affinités psychologiques? Certainement. Des affinités culturelles? Certainement. Des affinités d'expérience? Certainement. Euh, alors, dans mon cas, ça n'a pas tellement été des affinités liées à l'ethnie, puisque j'ai des amis qui sont de toutes origines, de toutes origines géographiques, de toutes origines ethniques et même religieuses. En revanche, c'est vrai que socioculturellement, c'est plutôt dans quelques strates. C'est normal, ils viennent des écoles où j'ai été, ils viennent des métiers dans lesquels j'ai travaillé. Donc forcément, on se retrouve avec des gens qui, dans le niveau socioculturel, sont relativement semblables. Et puis petit à petit, j'ai évolué, en tout cas j'ai commencé à assimiler certaines notions beaucoup plus identitaires. Une personne qui m'a beaucoup éveillé à ça, en fait, c'est Kemi Seba, qui est, on peut dire, un identitaire panafricaniste, c'est-à-dire quelqu'un qui est pour la solidarité entre toutes les personnes de race noire, donc d'origine africaine, et qui a un discours, bien qu'il soit, c'est une personne jeune, brillante, très intelligente, je trouve,
Je l'avais écouté, j'avais deux, trois émissions où il était interviewé, et donc je l'entendais parler de l'aspect identitaire noir. Et en fait, j'avais dit, mais je me suis dit, mais il est brillant, il a compris que, voilà, parce que je travaille en Afrique, j'ai travaillé longtemps en Afrique, et j'ai compris qu'un des problèmes de ce continent, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'identité commune. Les identités, elles sont ethniques, elles sont tribales, et puis elles sont aussi celles que la colonisation a imposées et celles que la décolonisation a imposées. Et aussi celles que les dirigeants corrompus et méprisants, souvent pour finalement du pouvoir et de l'argent aux bottes on ne peut même plus dire de l'Occident, mais aux bottes d'entreprises multinationales, eh bien, euh, contrôle de plus en plus. Donc l'identité, elle était faible. Et lui disait, nous devons redécouvrir notre virilité, nous devons découvrir nos points communs, nous devons découvrir ce que c'est d'être africain. Et j'ai vu comment il a évolué d'abord d'un aspect revendiquant, c'était limite suprémacisme noir, et puis petit à petit il a évolué, je pense que c'est une évolution intelligente et sage, pleine de sagesse, vers une approche, voilà, les Africains sont faits, d'ailleurs biologiquement c'est vrai, pour vivre en Afrique, en réalité pas seulement, mais enfin dans les zones équatoriales. Et nous avons le destin des Africains, c'est de développer l'Afrique et la culture africaine en Afrique. Et je me suis dit, mais il est brillant, il a tout à fait compris. Alors moi, je n'ai qu'une connaissance par mes voyages de l'Afrique, mais c'est vrai que voilà, je trouvais que c'était un message intelligent et qui était très complémentaire à d'autres personnes qui connaissent l'Afrique, comme Bernard Lugan, etc., que j'avais également suivi depuis quelques années. Et en fait, je me suis dit, mais au fond, euh, une approche sur les Af qui vient d'un Africain pour des Africains de cette manière, elle est très intéressante. Et bien sûr, dans le respect, l'estime des différentes cultures, moi j'ai aucune animosité. Je me suis dit, mais au fond, moi quelle est ma culture? Eh bien, je suis un blanc, je suis un Européen, je suis un Suisse d'origine italienne. Au fond, je trouve que en Europe, nous devrions avoir une force de retrouver la force de retrouver notre identité. Et donc, par ailleurs, récemment, j'ai découvert, et c'est pour ça qu'on me pose la question justement, ces mouvements identitaires européens qui ont un aspect très positif, qui est celui de dire, finalement, nous, Européens, nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple, alors certes, il y a de grandes variances entre les Portugais, on va dire, les Suédois, les Perses et les Russes, mais enfin, ce peuple indo-européen, ce qu'on peut appeler les Aryens, ce qu'on peut appeler les Caucasiens, je ne sais pas exactement quelle est la définition exacte, au fond, ce peuple, ben, il a sa richesse, il a son importance, il est capable de faire des grandes choses, il les a faites dans l'histoire, et donc pourquoi est-ce que ce serait le seul peuple à être ethno-masochiste? Pourquoi est-ce que nous serions les seuls à nous haïr, soi-disant parce que nos ancêtres ont, soi-disant parce que c'est ce qu'on nous a appris à l'école, c'est pas sûr que ce soit vrai, soi-disant parce que nous aurions fait des méchancetés aux autres? Moi, j'ai fait des méchancetés à personne, donc je m'en fous de ce qu'ont fait les autres. En plus, quand on regarde, on se découvre que les Occidentaux au 19e siècle, au 18e siècle, ou dans la traite de l'esclavage, c'est pas tout le monde, c'est un tout petit groupe de personnes et qui en ont tiré profit. La plupart des gens en Europe, c'était des agriculteurs, des paysans, n'ont rien à foutre de ce que faisaient les esclavagistes de Nantes, de Bordeaux, de Liverpool ou autres. Nous, on n'a pas été prendre le cobalt et l'uranium des mines. Alors certes, l'uranium congolais ou du Niger, qui fait tourner les centrales françaises, a permis aux familles françaises dans les années 70-80 d'avoir de l'électricité bon marché. Mais enfin, euh, faisons attention de ne pas tout mélanger. Et puis quand bien même, bah, ils avaient qu'à pas se le faire prendre l'uranium. Je veux dire, tu te bats pour tes ressources, tu te bats pour ton pays. Et ça d'ailleurs, Kémy Séba le dit très bien, il ne faut pas pleurnicher, il faut se battre, il faut être droit et être un guerrier. Et nous aussi, les Blancs, nous devons être droits, des guerriers. Et donc cette approche identitaire, elle me paraît très intelligente et très bénéfique pour le monde dans lequel on va. Alors certes, il y a un aspect négatif, il ne faut pas se le cacher. L'aspect négatif, c'est que les identités ont tendance à se définir par rapport à un ennemi. Et l'ennemi, eh ben, forcément, c'est celui qui est différent. Et ça, c'est quelque chose qui est très étranger pour moi, si je peux utiliser ce jeu de mots. C'est-à-dire que pour moi, je n'ai pas d'ennemi a priori. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal, parce que c'est ma culture et c'est de là où je viens,
avoir chez des gens différents de moi des ennemis potentiels, bien que je sais, intellectuellement, je le sais, que lorsque les crises vont venir, il y a de fortes chances que les fractures se feront sur des bases ethnico-raciales ou des bases religieuses. Ça a toujours été comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. Mais enfin, en attendant, j'espère qu'on peut plus aller vers la réconciliation et le fait qu'on puisse se retrouver entre hommes droits, entre guerriers, hommes et femmes, hein, à se regarder dans les yeux avec respect mutuel, plutôt que en nous définissant par rapport à un ennemi. Ça, c'est mon avis. Alors, je ne sais pas si j'ai raison, j'en ai aucune idée. Mais c'est simplement mon avis. Donc par rapport à ça, le mouvement identitaire, comme on le voit en France, en Angleterre, aux États-Unis, etc., pour moi, il est intéressant. Moi, je ne le perçois pas du tout comme un mouvement suprémaciste. Je n'aime pas, je vous le dis franchement, je n'aime pas les mouvements suprémacistes. Les gens qui disent mon ethnie, ma race est supérieure aux autres parce que, ou même qui argumentent le pourquoi. Je veux dire, quelqu'un qui me dit, ben voilà, les Européens sont supérieurs aux Africains parce que nous avons eu des civilisations brillantes. Pour moi, franchement, ça ne parle pas. D'abord, c'est pas toi qui l'as faite, la civilisation, c'est les gens avant. T'en es l'héritier, t'es peut-être le petit-fils ou tu en portes les gènes, mais et alors, enfin, ça te rend pas supérieur, ça te rend juste plus capable à fabriquer des cathédrales et des chemins de fer et des hôpitaux. Mais bon, peut-être que l'Africain il te dira, mais nous sommes supérieurs pour danser et courir le 100 mètres. Bah voilà, qu'est-ce qui est plus intéressant, qu'est-ce qui est plus utile? Eh ben, ça dépend. Si t'as un lion ou une horde de mecs énervés qui te courent après, ben, vaut mieux être bon à courir vite plutôt que de fabriquer des hôpitaux, parce que ça te servira à rien. Bref, tout ça, ça n'a pas de sens en réalité. Tu peux pas comparer des choses incomparables. Nous ne sommes pas les mêmes, nous n'avons pas les mêmes hormones dans le corps, nous n'avons pas les mêmes connexions neurales. Nous sommes, bien que extrêmement proches génétiquement, nous avons des grosses différences dans nos comportements, dans la manière dont on grandit, etc. Et est-ce que ça devrait faire que quelqu'un est supérieur à l'autre? Non. De la même manière que bah, les gens, les individus, je ne les considère pas avec un aspérité. Il y a énormément d'aspects qui font qu'une personne ou une autre sont différentes et sur des éléments pris par eux-mêmes peuvent être des formes de supériorité ponctuelles, mais dans l'ensemble, comment être sûr? Ensuite, ça dépend de l'environnement. Alors évidemment, si vous voulez nager dans une piscine ou grimper l'Everest, eh ben, c'est mieux d'être plutôt un Indo-Européen qu'un Africain. Si, encore que pour monter l'Everest, il vaut mieux être un Népalais, être habitué depuis votre enfance à être en altitude. Et voilà. Si vous voulez travailler torse nu à l'équateur, ben, vaut mieux être africain avec une peau sombre qu'un finlandais avec les cheveux blonds. Vous allez crever de chaud, vous n'allez pas transpirer assez, etc., etc. Bref. Tout ça pour dire que les identités sont importantes, elles sont aussi basées sur des réalités biologiques et qui ne sont pas du racisme, qui sont simplement de la constatation et qui sont encore aujourd'hui malheureusement dans le tabou idéologique, alors qu'en réalité nous avons beaucoup à apprendre des différences qui enrichissent l'espèce humaine. Bon. Euh, alors lié au problème de montrer l'ennemi, c'est que ce que je constate, c'est qu'en Europe, moi je crois que les mouvements identitaires ont tendance à montrer, ont eu tendance, et peut-être l'ont encore, à montrer du doigt l'ennemi comme étant l'islam, les musulmans. Alors là aussi, ça ne veut rien dire, parce que pour moi qui ai beaucoup travaillé dans ces pays, la différence entre un musulman, je sais pas, du Kosovo ou d'Albanie, et celle d'un maghrébin et celle d'un saoudien n'a rien à voir. Donc c'est très difficile. Alors, j'ai remarqué récemment que, avant on se disait, voilà, les identitaires, notamment en France ou dans d'autres pays, disent, voilà, nous sommes contre l'islam, nous sommes colonisés par l'islam. Alors, petite parenthèse, je ne pense pas que c'est l'islam qui colonise quoi que ce soit. Pas aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à cheval avec des sabres pour essayer de nous modifier notre mode de vie et nous changer. C'est simplement probablement que nos civilisations sont tellement décadentes, tellement détachées de la réalité, tellement perdues d'un point de vue psychologique et moral, que, et puis parce que nous avons importé des millions de, d'immigrés venant de pays où cette religion est majoritaire, évidemment, eh bien, évidemment, ces gens, ils vont garder leur religion, ils viennent ici, et puis forcément,
quand ils voient l'état de délabrement moral de notre civilisation, bah, un, ils veulent pas devenir comme nous, et ils ont raison, et deux, ben, ça attire beaucoup d'entre nous qui cherchent, comme les gens qui cherchent des sexes, c'est la même chose, et bien ils vont chercher un lien social, ils vont chercher un cadre moral, et ils le trouvent chez l'islam, c'est tout. Alors les catholiques qui s'en plaignent, bah, c'est parce que leur religion, la religion catholique, elle est devenue du n'importe quoi, il n'y a plus de cadre, c'est un truc, encore une fois, je ne vais pas dire de pédé ou de gonzesse, hein, mais j'essaie de chercher le mot, mais c'est devenu un truc de faible, de moins que rien, et la religion protestante, elle est encore un petit peu, les évangéliques, tout ça, ils ont un petit peu plus de cadre, mais enfin, il y a aussi une certaine rigidité qui fait que on n'a peut-être pas envie d'y aller. Quoique, ça marche, il y a beaucoup de gens qui se convertissent. Enfin, tout ça pour dire, hein, moi je veux pas être dans la critique des religions, c'est pas mon boulot, c'est pas mon travail. Moi je pense que la réconciliation est plutôt utile, donc j'essaye d'être respectueux des religions, bien que voilà, il faut aussi dire les choses parfois quand l'argument s'y prête. Alors, on me pose la question, est-ce que ne penses-tu pas qu'il y a un remplacement de la population en Europe soutenu par l'islam? Alors encore une fois, je ne pense pas que c'est soutenu par l'islam. L'islam, dans cette situation, il est éventuellement opportuniste. Je pense que s'il y a un remplacement de la population, et c'est le cas, il est voulu par les élites, en l'occurrence européennes. On sait très bien qui c'est, on arrive à très bien les identifier. Et ces élites, eh bien, elles ont essentiellement décidé que puisque nous, en tant que peuple européen, nous ne sommes pas suffisamment capables de croître en termes de nombre, mais aussi en termes de croissance économique et aussi en termes de nous assouvir, nous soumettre à leur dessein, parce que ça va chauffer là, hein, il va y avoir de la révolte, mais à ce moment-là, il faut faire venir d'autres personnes, des personnes plus pauvres qui votent pour eux. C'est un mélange entre gauche-droite, entre gauchisme, tiers-mondiste, euh, comment on peut dire ça, pleurnichard, et en même temps la droite financière, affairiste, qui veut des travailleurs moins chers. Tout ça, franchement, écoutez, Alain Soral, il l'explique très très bien. Je ne vais pas me lancer sur les mêmes plates-bandes que lui, mais il a une analyse parfaite de ça. Et en plus, lui aussi, et c'est un point qui nous rejoint, on tend la main à différentes cultures. Nous ne sommes pas des baboucholates, nous ne sommes pas des islamolâtres, mais nous ne sommes pas non plus des gens haineux envers les étrangers ou l'islam ou d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. Je pense que l'immigration massive, ouais, elle pose un problème gigantesque et ça va augmenter. Et en cas de crise lourde, ça va être probablement une source de conflit, de guerre civile, de bain de sang. Hein, ça va être méchant, hein, ce qui va se passer. Alors, je sais pas dans quel sens, hein, c'est ouvert. Euh, à terme, je pense que c'est pas bon, hein, pour des gens qui viennent de trop loin et qui ne se sentent pas européens, français, etc., de rester ici. Ceux qui se sentent, j'espère vraiment que ça va bien se passer. Euh, voilà, donc je vous dis ce que je pense. Ensuite, vous pouvez ne pas être d'accord, hein. Il y en a qui vont me dire non, il faut qu'ils soient tous dehors. Bon, bah, je ne sais pas comment vous allez faire, hein. Logistiquement, ça va être difficile. Ceux qui me disent oui, non, mais après tout, la France c'est terre d'islam, etc. Ok, bah, vous allez essayer, puis on verra bien. Moi, je m'en fous, hein, personnellement, je suis agnostique, et puis je pense que tout ça, ça va disparaître. On va en parler des religions, j'ai une question qui vient. Ah bah voilà, je vais la poser tout de suite. Alors il me dit, vous êtes agnostique. Euh, si vous pouviez, si vous deviez choisir une religion, laquelle vous pourriez? Ben, l'idée d'être agnostique, c'est justement, d'un côté, c'est le fait de ne pas faire de choix, c'est je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a. On me dit, il y a un Dieu, il y a un mec barbu, il parle avec des anges aux gens, il dit aux prophètes il dicte aux prophètes des livres qu'il répète, etc. Moi, ça me paraît vachement un truc inventé par les hommes. Et quand je regarde l'histoire, quand je regarde l'archéologie, il y a une immense euh, quantité de signes qui montrent que c'est des histoires qui ont été inventées par les hommes. Maintenant, ne le prenez pas mal si vous êtes croyant. Je vous dis, vous le dis avec respect, hein, si la religion, elle a aussi son utilité, elle donne un cadre, elle permet de faire en sorte voilà, je sais pas, par exemple la religion juive ou la religion musulmane, elles nous disent de se laver les mains, d'être propre, etc. Tout ça, ça avait un sens à l'époque où on n'avait pas des notions d'hygiène, etc. Et ça a réussi d'ailleurs. Les religions qui réussissent, c'est parce qu'elles apportent des réponses simples. Ensuite, chacune a ses avantages, ses inconvénients. Alors, ne me forcez pas à vous dire celle que je préfère ou celle que je trouve très conne.
elles ont toutes des aspects très intelligents et toutes des aspects très très cons. Et c'est obligé, c'est un peu comme ça. C'est en mettant des aspects intelligents qu'elles fonctionnent et en mettant des aspects très très cons qu'elles peuvent identifier ceux qui ne la respectent pas et donc exercer une pression sociale pour faire en sorte que les gens suivent. Pourquoi tu ne dois pas manger tel truc? Ben, c'est parce qu'on peut te l'imposer. Et si tu ne l'imposes pas, on te pète la gueule, ou on te lapide, ou on te coupe la tête, et comme ça, on voit très bien qui c'est qui, euh, qui suit le truc, quoi. Donc ça n'a pas forcément besoin d'avoir nécessairement tout partout, tout le temps un sens. Parfois, le non-sens, ça sert à cimenter les gens ensemble par le contrôle social. Donc si je devais vraiment choisir une religion, eh bien je prendrais la religion grecque ancienne avec Zeus, Athéna, Apollon et tous leurs mythes extraordinaires et sages. On me dit que la religion égyptienne est aussi excellente, mais je la connais moins bien, moins intimement, tandis que la religion grecque, la mythologie grecque donc, mais je devrais dire, ne dites pas que c'est de la mythologie, vous me heurtez, j'ai le droit d'avoir ma religion. Donc je vais lancer la religion grecque avec Zeus qui vit sur le mont Olympe, et, etc., etc., etc. À la limite, si je devais en choisir une, c'est celle-là. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce que j'apprends à mes enfants qui grandissent? Eh bien, mes enfants, pour l'instant, ils vivent dans un monde totalement où il n'y a aucune explication divine. Alors évidemment, ils reviennent de l'école en parlant que un de leurs copains leur a dit que Dieu était celui qui faisait les voitures, qui fait tout, etc. Bref, je pense que je vais devoir commencer à leur faire une éducation historique, ça c'est prévu, et que après, ben, je leur expliquerai, voilà, il y a des choses qui sont inexplicables, il y a des choses qui sont inexpliquées, il y a des choses que même la science, qui est encore balbutiante, hein, la science humaine, nous ne sommes encore que des misérables petits singes à peine sortis depuis quelques 3 ou 400 000 ans des vallées, de la vallée du Rift africaine. Hein. Il ne faut pas commencer à essayer de péter plus haut que notre petit cul sans queue, avec queue vestigiale parfois, mais on n'est pas encore très loin. Là. Genre, c'est comme la génétique, ça fait que quelques dizaines d'années qu'on commence à vraiment comprendre comment fonctionnent les gènes. Avant ça, c'était, on parlait d'esprit, on parlait d'éther, on parlait d'humeur. Je veux dire, on vient de pas loin. Alors, on a toujours l'impression que ce qu'on sait maintenant, c'est tellement génial parce que par rapport à avant, lorsqu'on était des babouins, évidemment au Moyen Âge, où c'était, ça avait l'air, ça a l'air exceptionnel ce qu'on sait maintenant. Mais on est encore des singes savants, on est à peine des singes savants, on n'est pas vraiment très évolué. Donc là aussi, est-ce que Dieu nous a créé à notre image? Putain, j'espère que si un Dieu existe, j'espère qu'il a une meilleure, qu'il est mieux fait que nous, parce que putain, on est assez minable en réalité. Enfin, c'est pas pour ça on est nul, mais un peu quand même. Voilà, donc on a encore du boulot, on a encore probablement beaucoup d'évolution à faire. Alors est-ce que cette évolution, elle va être au niveau de notre cerveau? Peut-être. Est-ce qu'elle va être au niveau de notre apparence physique? Sûrement. Est-ce qu'elle va être au niveau de choses que l'on ne comprend pas encore? Par exemple, notre glande pinéale, à quoi elle sert, etc. Est-ce que c'est lié à d'autres dimensions? On sait en physique qu'il y a plusieurs dimensions dans le monde. Comment est-ce qu'on est relié à ces dimensions? No fucking clue, on n'a aucune idée aujourd'hui. Donc il y a encore énormément de choses à apprendre et à faire. Voilà, voilà. Alors ça, c'était, je crois que j'en ai fini pour les questions que je considérais vraiment à la limite intéressantes. On va passer aux questions connes. Alors, quoique non, il y en a dans les questions connes qui sont pas connes. Alors on va faire quoi? Les plus polémiques en premier ou les moins polémiques en premier? Allez, je vais faire les moins polémiques en premier. Alors on me pose la question, quelle est la musique que tu aimes? Alors, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt que je réponde. Alors je vais dire deux choses. La première, c'est que j'ai des goûts très éclectiques, donc je peux aller du jazz à la musique classique, au rap, au heavy metal, donc extrêmement, extrêmement vaste. En revanche, je vais vous donner deux, trois petits trucs par rapport à comment j'ai écrit mes livres. Alors c'est vrai que moi j'aime bien lire et écrire en écoutant de la musique. Alors moins il y a de paroles, mieux c'est. Donc typiquement, je ne supporte pas des chansons à texte lorsque je lis ou j'écris, parce que ça fait deux choses trop compliquées en même temps. En revanche, j'aime bien des chansons assez mélodiques, et comme en fait, j'aime bien les musiques de films, c'est en fait pour moi une sorte de musique classique moderne. Bien que j'aime bien parfois écouter, je sais pas, je suis en train de penser à celui que j'aime bien, un compositeur hongrois, le nom m'échappe, peu importe. Mais enfin voilà, ou alors des chansons qui ont des textes mais qui sont très mélodiques. Donc typiquement, par exemple, euh,
Survivre à l'effondrement économique, je l'ai écrit en à peu près 6 gros mois intenses d'écriture, plus avant il y avait probablement une année de lecture et de recherche. Mais enfin en tout cas, pendant la phase d'écriture, je l'ai beaucoup, beaucoup écrit en écoutant des musiques de films, notamment, pour ceux qui connaissent, des compositeurs comme Basil Poledouris ou Hans Zimmer. Le deuxième livre, Rue Barbare, en tout cas de mon côté, je l'ai beaucoup écrit, quasiment exclusivement lorsque je l'écrivais. Donc souvent j'écrivais entre 4 heures du matin et 7 heures du matin, avant que les enfants se lèvent et avant que la journée de boulot, machin, commence. Rue Barbare, je l'ai beaucoup écrit en écoutant un groupe de musique qui s'appelle Rodrigo y Gabriela. C'est en fait je crois qu'ils sont mexicains et qui jouent de la musique essentiellement acoustique, je crois complètement acoustique. C'est un peu du flamenco rock, ils ont même fait des reprises de Metallica en flamenco, excellent. Donc j'ai beaucoup écouté ça pendant que j'écrivais ce livre. Et là, le livre que je suis en train d'écrire en ce moment, enfin qui va démarrer, donc j'ai commencé à prendre des notes, etc. Celui-là, il est bien parti pour être essentiellement du Tom Petty. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un des groupes, Tom Petty and the Heartbreakers. C'est un des top, des groupes américains contemporains les plus bons. C'est du rock blues, vraiment très très bon. J'aime beaucoup. Mais je suis très éclectique, hein, ça va à beaucoup de choses. Mais c'est vrai que j'aime bien l'instrumental lorsqu'il faut se concentrer. Et j'aime bien avoir la musique, ça me détend pendant que je suis concentré. C'est assez étonnant. C'est depuis que je suis adolescent, j'ai toujours travaillé ou fait mes devoirs ou étudié en écoutant de la musique, mais plutôt instrumentale. C'est vrai. Donc j'ai une très mauvaise culture à force de musique du type, bien que j'aime bien, hein, mais par exemple Brel ou Gainsbourg ou comment il s'appelle l'autre enfin bref, le moustachu là, jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière, ah, bah, bref, des fois j'ai des trous de mémoire, je deviens vieux. Eh bien, j'en écoute, j'aime bien, mais je ne les écoute pas souvent les chansons à texte parce que justement ça me perturbe l'esprit. Donc j'aime bien l'instrumental. Bon, alors allons-y aux questions connes. Alors ça va être assez rapide. Alors Pierrot, enfant, rêvais-tu d'être un super-héros? Enfant, peut-être, je regardais Goldorak, Albator et Ushu Senkan Yamato, pour ceux qui connaissent. C'est le même hein, qui a fait Albator, mais c'est encore mieux. Hein. Ça s'appelait Space Battleship Yamato, Star Blazers en anglais ou en français. En italien, ça c'est jamais sorti en France. Celui qui le sort en français, il va se faire des thunes, hein, parce que c'est vachement bien. Enfin, bref, et donc j'aimais bien les héros japonais, voilà, Goldorak. Donc est-ce que je rêvais d'être l'un d'eux? Bah, j'avais bien compris très vite que c'était pas vrai. Hein. Donc non, pas trop super-héros. En plus, j'avais des amis qui lisaient les comics américains, Marvel, Strange, etc. Donc les Superman, Batman, etc. Donc ouais, j'en lisais aussi, c'était intéressant. Quand j'étais gamin, en fait, je faisais... enfin non, quand j'étais plutôt... Ouais, j'ai commencé gamin vers 8 9 ans, parce que j'avais des voisins américains qui étaient parmi les premiers, probablement j'ai dû être un des tout premiers en Europe à faire des jeux de rôle. Donc ils avaient amené, donc c'était en 1978-79, et ils avaient amené Dungeons and Dragons, donc Donjons et Dragons, qui venait de sortir aux États-Unis. Je crois que c'est sorti en 72 ou 73, Gary Sigax, etc. Et donc j'étais un des premiers en Europe à jouer avec ça avec mes voisins américains. Donc on faisait ça en anglais, c'était assez marrant. Et c'est vrai que j'en ai fait pas mal pendant mon adolescence. J'ai dû faire ça jusqu'à 20-25 ans. C'était beaucoup plus facile que d'aller chasser les gonzesses en fait. Mais bon, mais c'était intéressant parce que ça permettait, donc quelque part, est-ce que j'ai rêvé? Non, mais je l'ai été un super-héros parce que dans ma tête, in my mind, dans mon imagination adolescent, j'ai aussi été, par les jeux de rôle, le héros d'histoires extraordinaires. Note, et pas seulement des histoires de heroic fantasy avec des barbares, des chevaliers, des conneries comme ça, quoi. Mais il y a aussi des trucs de science-fiction, et notamment, moi j'étais donc organisateur de jeux pour avec des amis, Linus, Olivier, Yves, Cyril, si vous me voyez. Bref, on jouait beaucoup à des jeux de science-fiction qui étaient donc dans le tout début des années 90, probablement 89, 90, 91, qui étaient basés sur le genre cyberpunk, donc sur les romans de William Gibson, etc. Ça s'appelait cyberpunk, ça s'appelait Shadowrun, on l'adaptait pour un monde technologique, etc. Traveler 2300 pour ceux qui connaissent. Enfin bon, c'est un truc de geek, hein, c'est un truc de dîner de con, hein, ce que je vous raconte là.
Mais enfin, l'idée, c'est que, par exemple, Internet, pour moi, tout ce qui était web, etc., j'avais assimilé ça dès la fin des années 80. Donc, quand c'est arrivé, c'était pas spécial, donc j'étais très à l'aise, et donc j'ai pu avoir du succès aussi professionnellement, parce que la compréhension de la technologie et les tenants les aboutissants, pour moi, elle était évidente. Et donc, d'ailleurs, déjà dans ces jeux, on imaginait un monde, peut-être pas apocalyptique, mais certainement où une grande pauvreté dans le monde cyberpunk, c'est un mélange de grandes entreprises qui dirigent le monde, de gens qui essaient, grâce à la technologie, qui essaient de propager l'information, la liberté, etc. Donc il y avait beaucoup d'éléments déjà de ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Donc j'avais 20 ans d'avance. Je n'étais pas le seul, mais j'étais un des premiers, je pense. Et bon, maintenant, ça s'assemble avec ce que je suis en train de faire, donc c'est assez intéressant. Donc, non, j'ai jamais vraiment rêvé d'être un super-héros. Alors, venons aux questions. Est-ce que tu crois aux extraterrestres? Alors, je suis un agnostique, donc je ne crois en rien, à moins que l'on me montre que c'est vrai. Donc, est-ce que c'est possible qu'il y ait des extraterrestres? Bien sûr que c'est possible. Il y a des milliers de planètes qu'on a répertoriées qui sont potentiellement proches d'une étoile, suffisamment proches pour qu'il y ait de l'eau. Bref, la vie dans l'univers est quasiment une certitude, mais encore une fois, on ne l'a pas vu. Alors ensuite, avoir des extraterrestres, ça ne veut pas dire avoir de la vie, ça veut dire est-ce que cette vie est capable d'être suffisamment évoluée pour entrer en contact avec nous. Le problème, c'est qu'une espèce elle a une durée de vie de 10-20 millions d'années. Et comme l'univers est déjà vieux de plus de 15 milliards d'années, eh bien, 14,6 je crois, euh, approximativement, on s'en fout, eh bien la question c'est, bon, si il y a eu donc les civilisations extrêmement évoluées, elles ont pu se développer, puis elles ont pu disparaître, ou d'autres existent mais ne sont pas suffisamment développées, sans qu'elles aient pris contact avec nous. Donc d'un point de vue purement théorique, c'est possible, d'un point de vue pratique, c'est extrêmement peu probable. Alors ensuite, est-ce que je crois à ces ovnis qu'on voit, soi-disant, ou qu'on... J'ai aucune preuve. Alors, s'il vous plaît, c'est comme avec les chemtrails, tout ça. Si vous dites que vous êtes sceptique ou quoi que ce soit, on vous bombarde d'emails. Alors, c'est comme avec l'islam et la science. Putain, arrêtez les mecs. En plus, vous dites que des conneries. Enfin bref, arrêtez de m'envoyer des emails pour essayer de me prouver qu'il y a de la science dans les textes qui ont été écrits il y a 1000 ans, quoi. En plus, je peux vous le démonter en 3 secondes, mais ça m'énerve. J'ai pas envie de rentrer en conflit avec vous. Donc, ne m'envoyez rien là-dessus. Ne m'envoyez rien sur les extraterrestres, ne m'envoyez rien sur les chemtrails. J'ai envie de preuves. Et je pourrais vous démontrer l'argument des chemtrails, etc. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je veux des preuves, je veux éventuellement voir des preuves, et c'est pas moi que vous devez convaincre, c'est que le jour où ces preuves deviennent publiques, etc. Par exemple, on va prendre un exemple de comment des preuves. Lorsqu'on me dit pendant le 11 septembre, un avion de 40 mètres d'envergure fait un trou de 5 mètres dans un gros mur au Pentagone. C'est bizarre. Ouais, ça c'est une preuve. C'est bizarre. C'est le bâtiment le plus surveillé du monde, il n'y a pas d'image de l'impact. Ouais, ça c'est bizarre. C'est censé être un avion, il n'y a pas de débris. Ouais, ça c'est bizarre. Il y a 2 tours qui se font percuter par un avion, il y a 3 tours qui s'effondrent à la vitesse de la gravité. Ça c'est bizarre. Bref, je ne suis pas un ingénieur, j'ai pas un diplôme d'ingénieur, mais je m'y connais un petit peu en ingénierie aussi, en physique. Tout ça, ça me laisse penser que ce qu'on nous raconte, c'est des conneries. Voilà, c'est des preuves concrètes. C'est des suppositions qui sont suffisamment étayées avec... il y a suffisamment de mobiles, c'est comme dans une enquête policière, où voilà, je ne suis pas un agnostique pour le 11 septembre. Je sais que c'est une embrouille, alors je ne sais pas précisément qui, pourquoi et comment, mais je m'en fous à la limite, c'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est pas d'être un enquêteur sur le 11 septembre. Mais c'est ça. Alors, pour les extraterrestres, eh bien, pour les chemtrails, pour etc., il faut là aussi des tenants, des aboutissants, des histoires plausibles, il faut des détails. Voilà, peut-être qu'il y en a, mais comme je ne sais pas, je botte en touche, donc je suis agnostique, j'attends de voir. Mais je suis ouvert d'esprit. C'est-à-dire que toute hypothèse mérite d'être étudiée et invalidée. C'est pas parce qu'elle est peu probable qu'elle n'est pas vraie. Il est, à mon avis, peu probable que nous soyons ou que nous ayons été en contact avec des civilisations extraterrestres. C'est pas parce que c'est peu probable que c'est impossible. Donc, je reste ouvert. Et comme ça me paraît quand même peu probable, je vis ma vie comme si ce n'était pas le cas. Parce que, bon, mais voilà, il y a 2 gens qui se passionnent là-dessus et c'est très très bien. Donc, voilà. Autre question, y a-t-il un rapport entre ma passion pour Metallica et Francis Lalanne? Alors, je précise, j'ai pas de passion pour ni Metallica ni Francis Lalanne, mais c'est vrai que j'ai écouté Francis Lalanne récemment, c'est un Français pour ceux qui ne connaissent pas, un chanteur,
Et je l'avais entendu plusieurs fois, il est souvent, on se moque de lui, mais en fait, je trouve ce qu'il dit très, très humain, très juste, et en fait, voilà, donc c'est comme Jean-Claude Van Damme, c'est quelqu'un qui, à mon avis, a vraiment des choses intéressantes à dire. Alors, vous allez me prendre pour un couillon, parce que tout le monde se moque de ces gens, mais en fait, sincèrement, je pense pas que c'est des couillons. D'ailleurs, ça m'intéresserait bien de les rencontrer, j'aurais sûrement plein de questions à faire, les interviewer pour un de mes projets futurs. Donc, Francis Lalanne, Jean-Claude Van Damme, si tu nous regardes, bah, restez comme vous êtes, et puis ça m'intéresserait bien de vous rencontrer. Voilà. Alors, ensuite, pourquoi est-ce que tu fais peur aux gens? Ben, je fais pas peur aux gens. Enfin, j'espère. Je pense qu'on me dit, est-ce que ce que tu dis est anxiogène? Alors, oui, alors ça c'est vrai. Alors c'est vrai que c'est un peu anxiogène, mais c'est un peu comme si vous êtes en train de faire un pique-nique sur les rails du train et puis que quelqu'un vient vous dire, dis donc, tu sais qu'il y a un train qui passe bientôt, donc si tu t'en vas pas des rails du train, c'est dangereux. Et bah, le type il va pas te répondre, arrête de me dire ça, t'es anxiogène. Bah ouais, parce que le train quand il te passe dessus, il te démonte la tronche quoi. De la même manière que quand ton gamin il traverse la route en courant, tu lui gueules dessus, euh, et de manière urgente, tu n'as pas le temps de faire de l'éducation, tu n'as pas le temps de faire de la pédagogie, tu vas pas le prendre et tu te dis, écoute mon petit, je vais t'expliquer un truc. Tu fais ça après, mais sur le moment où tu le vois courir comme un con à travers la route, tu lui gueules dessus. Donc ouais, c'est anxiogène, ouais, c'est normal. Les trucs dangereux, ça doit faire peur. Nous sommes dans un monde où nous avons oublié le sens de la peur, nous avons oublié le sens de voilà, de la proximité, du danger. Donc nous devons le réapprendre. Donc ouais, ça fait peur, c'est anxiogène parce que probablement je touche lorsqu'on parle de survie, lorsqu'on parle d'effondrement économique, lorsqu'on parle de problèmes dans les villes, etc., je touche un point fondamental qui est celui de la mort. Et la mort, ça nous déplaît, bah forcément. Et en plus, c'est quelque chose qui n'est plus dans nos sociétés, et donc ça nous touche de manière intime, ça nous touche de manière très personnelle. Et donc forcément, je comprends qu'il y ait des gens qui refusent par déni ou par peur d'entendre ces choses, alors que finalement, c'est un message de prévoyance, c'est un message ouais, de préparation, et puis même de préparation à la mort. J'ai pas peur de mourir, on en parlait tout à l'heure. C'est tout à fait naturel, la mort. C'est quelque chose auquel on devrait même se préparer. Simplement, voilà, beaucoup de gens le refusent. C'est comme la vieillesse, on veut pas en parler, c'est moche, pipi, caca. Non, non, non. Pourtant, ça fait partie de notre vie, on en aura droit tous à peu près. Et sauf si on est une rockstar et on meurt à 20 ans d'overdose, mais bon, ça, je le souhaite non plus à personne. Et donc, voilà. Donc voilà, je suis désolé si j'ai anxiogène. Alors ensuite, on me dit, tu utilises beaucoup d'humour. Ben ouais, parce que c'est ma nature, parce que je trouve que l'humour, l'artillerie et les pieds paquets, c'est vachement bien. Pour ceux qui ont connu cet excellent film français et cette excellente réplique de... J'ai un problème de mémoire aujourd'hui. Comment il s'appelle cet excellent acteur Pierre Villeray. Jacques Villeray. Pierre Villeray. Jacques Villeray. Et bref, l'humour c'est important, donc j'essaye d'en avoir. En plus, c'est ma nature. Alors, si vous voulez me proposer de faire un stand-up, il faut faut me faire des textes, mais euh, je sais pas si je suis un bon stand-up. Voilà. Ensuite, on me demande est-ce que c'est vrai que tu es millionnaire? Bah, techniquement, oui, puisque j'ai acheté cash une ferme qui vaut à peu près 1 million. On parle de francs suisses, hein. Parce que sinon, en lire, je suis millionnaire. En lire turc ou en dirham ou en dollars zimbabwéens aussi, hein, je suis millionnaire. Mais ça, je suis millionnaire dans mon portefeuille. Bref, donc ouais, bien sûr. Alors les gens, alors la question c'est pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Est-ce que tu me poses cette question parce que tu es jaloux? Parce que tu penses que être millionnaire ça disqualifie mon discours? Je ne sais pas. Pour moi, personnellement, je ne me sens pas millionnaire. Pour moi, j'en connais un. Pour moi, millionnaire, c'est quelqu'un qui a tellement d'argent qu'il a des millions disponibles. Moi, j'ai pas des millions disponibles, j'ai plus rien. J'ai tout mis dans ma ferme. Alors, ma ferme, elle vaut quelque chose, mais c'est parce que cet argent que j'ai mis de côté en travaillant et en boursicotant un petit peu, eh bien, il m'a semblé utile de l'investir dans des moyens de production et dans quelque chose qui est ma base autonome durable, c'est-à-dire l'endroit où je peux vivre de manière autonome et sans avoir besoin de payer un loyer ou pas trop d'impôts à droite et à gauche. Donc cela dit, j'ai toujours besoin de travailler malheureusement parce que je dois payer ces impôts, je dois, à part nourrir ma famille. Et donc les gens qui me disent ouais mais tu gagnes de l'argent, mais va fin de cool. Je veux dire, toi tu fais quoi? Toi t'es quoi? T'es payé par l'État? T'es un parasite? Ou alors toi aussi tu travailles et tu gagnes de l'argent? Donc va te faire foutre quoi. Mais ça, c'est Internet. Les gens posent des questions sur Internet qu'ils ne se permettraient jamais de poser en vrai. Cela dit, la personne qui me demande si j'ai un vénère, je suis un peu agressif dans ma réponse.
Mais si ça se trouve, elle m'a posé la question tout à fait gentiment, donc il n'y a pas de problème. Euh, voilà, et puis il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et mal foutu. C'est comme ça, et la vie est injuste, et ta mère, si ça se trouve, elle t'aime pas. C'est comme ça. Bref, donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, tu fais du business avec instinct de survie. Est-ce que tu fais ça pour l'argent? Et c'est vrai que tu as 10% dans instinct de survie. Bah, bravo, tu sais utiliser Google. Donc oui, alors j'ai 10% de participation dans le site qui est une entreprise, donc instinct de survie. En fait, on m'a proposé ce site, de participer dans ce site en faisant de la publicité. D'abord, j'ai accepté tout d'abord pour 2 raisons. La première, c'est parce que c'est des jeunes, c'est des entrepreneurs qui tout d'un coup veulent se lancer, monter une entreprise et qui sont très gentils avec moi et qui me offrent des parts en échange de partager un petit peu mon image. Alors c'est tout petit, hein, ça représente des petites sommes. Mais enfin, il faut encourager les jeunes qui se lancent, il faut encourager l'entrepreneuriat. Déjà que c'est un pays où il n'y a pas d'entrepreneurs, quoi. C'est l'enfer, la France, quoi. C'est un peu l'Union soviétique en moins bien, quoi. Donc, avec un meilleur climat, mais en moins bien. On mange mieux, mais c'est... Bref, donc, putain, les mecs, il faut se réveiller. Donc, si on peut aider des jeunes qui se lancent, comptez sur moi, quoi. De la mesure du possible. Alors, évidemment, si vous me demandez de faire de la pub pour des sardines, je ne sais pas si je pourrais le faire, mais là, et ça c'est la deuxième raison, il parle de matériel de formation, de survie. Alors, la chose, c'est qu'ensuite, est-ce que c'est des bons produits? Moi, je pense que oui. Moi, je pense sincèrement. Alors, est-ce que c'est pour tout le monde? Non, c'est pas pour tout le monde. Celui qui a envie de faire, par exemple, son sac d'évacuation, pièce par pièce, soi-même, en allant chercher l'équipement qui est parfait pour lui, bah, qu'il le fasse lui-même. Et c'est mieux de le faire soi-même. Mais vraiment, c'est mieux. Celui ensuite qui se dit, tiens, ils ont des bons produits pas chers, ils les ont groupés pour faire un sac d'évacuation très intéressant, ou alors par exemple, euh, comment dire, ou alors il y a un produit, cette lampe dynamo, radio, c'est des produits vachement bien. En plus, ils ont des rabais parce qu'ils achètent en volume, donc c'est pas mal. La lampe Petromax, j'ai vu des commentaires en disant oui, mais c'est une lampe à pétrole, qu'est-ce qu'on fera quand il n'y aura plus de pétrole? Mais il y aura toujours du pétrole, c'est pas la question. Et puis on peut remplacer du pétrole avec, par exemple, de la paraffine, des choses comme ça. La question, c'est que c'est un bon produit, c'est un truc durable, c'est un truc vachement bien. Alors, on me dit c'est fait en Chine, ça faut que je vérifie. Je sais pas. Bon, bah tant pis, c'est fait en Chine, c'est con. Mais c'est comme ça. C'est mieux de fabriquer les choses ici, chez nous, je suis d'accord. Mais par exemple, ils vendent des couteaux fabriqués en France, faits par des artisans. Et puis les stages de formation, alors certains sont vachement intéressants, d'autres ne m'intéressent pas du tout. Mais voilà, c'est comme ça, j'en fais pas toujours la promotion d'ailleurs. Mais enfin, voilà, je pense que c'est un site qui est très intéressant, qui a des produits et des services bien. Voilà, sinon, bah, évidemment, ça m'intéresse pas. Demain, si Coca-Cola me demande de faire de la pub, je dis non. Ou alors, il faut qu'il paye cher. Parce que en fait, je suis un peu pute comme ça, j'aime bien avoir de l'argent, j'en ai besoin. Donc voilà. Bref, est-ce que je fais ça pour l'argent? Bah oui et non. D'un côté, bah, bien sûr, j'ai intérêt, je veux dire, mais qui bosse pas pour l'argent? Enfin, c'est le moyen aujourd'hui, c'est pas la fin, hein, mais c'est le moyen. Donc oui, si vous voulez m'envoyer un chèque d'1 million, je le prends. Et je l'utiliserai très très bien, je vous rassure. Donc voilà. Euh, Est-ce qu'il y avait encore une autre question liée à ça? Il me semblait que oui. Bon. Ensuite, on me pose la question, est-ce que tu es juif ou alors est-ce que tu es antisémite? Alors, je ne suis pas juif et je ne suis pas antisémite. D'ailleurs, je suis même pas sûr de savoir ce que ça veut dire juif et je ne suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire antisémite. Par parenthèse, donc je suis agnostique, donc je ne suis pas juif. Parce que pour moi, suivre une religion, c'est croire à ce que dit la religion. Et en l'occurrence, la religion juive, c'est croire à ce qui est écrit dans la Torah et croire qu'il y a un Dieu unique et suivre les 630 et quelques interdits, notamment qu'il y a dans la Torah, et donc suivre ce qui est écrit dans la Genèse, Lévitique, enfin le Pentateuque, quoi, les cinq grands chapitres de la Torah. Et puis pour certains, c'est en plus suivre le Talmud que j'ai jamais lu et qui ne m'intéresse pas et je m'en fous. Bref, donc pour moi, c'est ça. Donc, comme je ne crois pas dans ce qui est écrit dans la Torah et je ne crois pas dans un Dieu, eh bien, je ne suis pas juif. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais être juif, c'est être fils d'une mère juive ou d'une culture juive. Moi, je dis, mais il n'y a que certains juifs et les nazis qui pensent ça. Moi, je suis pas né d'une mère juive, je n'ai aucun de mes ascendants, aussi loin que je le sache, qui est juif. Et en plus, j'en ai rien à foutre d'être juif, pas juif.
je crois pas en Dieu, donc je pense pas qu'il y ait Dieu, donc je peux pas être juif par définition. Je suis même pas circoncis, je peux même vous montrer mon zob, hein, c'est bon, je ne le ferai pas tout de même. Pas ici en tout cas, mais si vous êtes jeune, belle et à forte poitrine, ça peut s'arranger. Bref, voilà, donc non, je ne suis pas juif. Alors on me dit, est-ce que c'est toi ou ta femme qui est juif? Ah, petit taquin. Mais c'est pas ma femme, et moi non plus. Ma femme, elle est d'une vieille famille suisse protestante, à l'origine venant de La Rochelle. Elle a même des bouts de sa famille qui sont, d'ailleurs, de ses ascendants, il y a des enfants bâtards de Napoléon III, c'est assez marrant. Mais voilà, c'est plutôt des protestants, plutôt du genre ménonite, donc plutôt des gens, euh, d'ailleurs avec beaucoup de pacifisme. Il y a toute une communauté comme ça en Suisse, vers le Jura, Neuchâtel. Bref, donc non, non, ça ne vient pas de côté de la femme. Mais petit taquin, je sais, parce que dans certaines interviews, j'ai dit que j'ai une partie de ma famille qui est juive. C'est vrai. Et la partie de ma famille, c'est une partie par alliance. C'est vrai que ma sœur est mariée à un juif, et donc, enfin en tout cas quelqu'un qui se prétend juif, je ne sais pas s'il est croyant, hein, j'en ai aucune idée. Enfin en tout cas, lui, il se prétend juif, et sa famille aussi, et ses enfants, donc mes neveux et nièces sont juifs, et ça se passe très bien, c'est des gens adorables. Puis même s'ils n'étaient pas adorables, ça change rien, je m'en fous. Et puis, en fait, ça fait partie de ma famille parce que voilà, ça fait partie de mon clan, ça fait partie de ma famille. Alors maintenant, est-ce que je les défends parce que juifs? Rien à foutre. Je les défends parce qu'ils font partie de ma famille. Et c'est plutôt eux qui ont eu plutôt des soucis avec leurs amis parce qu'on m'a vu avec Soral et machin, et que dans un certain milieu, bah, Soral c'est un antisémite, alors que moi je pense qu'il n'est pas du tout antisémite. D'ailleurs, il faut écouter ses vidéos au lieu de critiquer, et puis vous faire une opinion par vous-même. Voilà, Alain, si tu nous regardes, salut et merci encore pour tout le soutien de ta part, et d'égalité et réconciliation, c'est apprécié, et tu as également mon soutien contre tous ces cons qui t'attaquent de manière injuste d'une part, et ensuite désinformée d'autre part. Donc voilà, big up. Bref, euh, donc je continue dans la série juive parce qu'il y a des gens qui sont obsessionnels avec cette question, et en fait j'avais fait une vidéo en Israël qui est tout à fait claire. Chaque mot que je dis dans cette vidéo, tant celle en français, tant celle en anglais, et y compris l'admiration des fesses de la gonzesse que j'avais vue sur la plage de Tel Aviv, je pense tous ces mots, vraiment. Et les gens me disent, oui, mais les Palestiniens, oui, mais je ne parlais pas des Palestiniens dans cette vidéo. Et si vous voulez, la prochaine fois que j'irai en Israël, je ferai un petit saut si j'arrive. J'ai essayé d'aller à Gaza, c'est pas possible. On ne me laisse pas rentrer. Mais je vais probablement aller à Ramallah, donc ça c'est possible, ça je sais que c'est possible, il faut que passe les murs, hein, parce qu'Israël c'est... Alors si vous voulez que je vous dise ce que je pense de la politique israélienne, eh ben, il faudra une autre vidéo où je parle de ça. Mais ça devient un sujet compliqué, parce que je suis extrêmement hostile et critique envers la politique du gouvernement israélien, et ça depuis des décennies et des décennies. Mais c'est long à expliquer, et le problème c'est qu'en fait, ça sert à rien. Parce que soit vous êtes convaincu de toute façon que les juifs c'est des gens horribles, sionistes, machin, tout ça, et vous avez la bave aux lèvres, etc. Et donc à ce moment-là, bah, ça sert à rien de vous raisonner en vous apportant la nuance qui fait que les juifs ça n'existe pas. Quel est le point commun entre un juif de New York, de Brooklyn, un artisan, un banquier, un producteur de cinéma d'Hollywood, un gay de Tel Aviv, un agriculteur de kibbutz, un ultra-orthodoxe de Jérusalem, ou un habitant du Birobidjan en Russie? Je veux dire, c'est quoi le point commun? C'est vachement faible le point commun. Ou un séfarade qui a passé la Deuxième Guerre mondiale à la plage, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ça n'a aucun sens, donc je ne peux pas les convaincre. Et de l'autre côté, les ultra-sionistes, c'est-à-dire, définissons la chose, je ne comprends pas non plus ce que ça veut dire sioniste. Sioniste, c'est quelqu'un qui veut qu'Israël existe. Ben, Israël existe. Alors ensuite, on me dit non, mais c'est les gens qui veulent le grand Israël. Mais je suis désolé, les 99% des Israéliens et des Juifs d'ailleurs dans le monde n'ont rien à foutre du grand Israël qui irait jusqu'à Damas. Ça, c'est des conneries. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui n'ont pas le projet. Ça existe. Mais voilà. Alors, le suprémaciste juif, ça existe. Et ça, je l'aime pas. Tout comme le suprémaciste noir ou chinois ou blanc, c'est pas mon truc, quoi. Donc le mec qui me dit je suis supérieur parce que je suis du peuple élu, parce qu'il y a eu une élection et on a voté, c'est moi le... Non, moi j'y crois pas, va fin cool. Je veux dire, tu es mon ennemi si tu penses être supérieur à moi. Donc c'est clair.
Mais maintenant, l'immense majorité des juifs, ils sont pas du tout dans ce trip-là. Je veux dire, les mecs, arrêtez de vous toucher les trucs. Mais enfin, si je m'adresse à ces gens-là, ils ne comprendront pas qu'on puisse avoir la moindre critique du gouvernement israélien, de sa politique, etc. Donc ça n'a aucun sens. Donc je ne le ferai plus. D'ailleurs, je ne ferai plus de vœux religieux, je ne toucherai plus ce sujet parce que c'est complètement con. Je laisse faire ça à d'autres. Après tout, Soral ou Dieudonné, Quenel, ils le font mieux que moi. Et pourquoi je devrais aller sur ces plates-bandes je veux dire, donc je comprends ces questions. Vous essayez de me tirer dans un débat qui n'a pas de sens. Alors, en revanche, si un jour, si je retourne en Israël, là, j'ai rien de prévu dans l'année qui vient, mais si je devais y retourner, j'irais à Ramallah, j'irais interviewer des Palestiniens pour comprendre leur quotidien, parce que effectivement, ça c'était une critique, une remarque, on va vous dire ça que c'était une remarque qui était intéressante après tout. Eux sont dans une situation précaire. Euh, évidemment, à Gaza serait encore plus intéressant parce qu'eux, ils sont carrément dans un camp de concentration et bombardés régulièrement. Enfin, c'est atroce. Euh, Ce serait intéressant de parler avec eux, mais j'irai aussi, et j'aimerais bien aussi retourner, j'ai été plusieurs fois, dans certains kibbutz, pour voir comment, alors là il y aurait des choses super intéressantes à dire, mais là aussi il faut avoir l'esprit un petit peu ouvert, et donc cet aspect juif, antisémite, sioniste, pour moi je trouve que c'est complètement débile. Donc je sais qu'il y a des gens juifs qui me suivent, qui me regardent. J'ai aucun problème, les mecs, ni avec vous, ni avec les autres. Enfin, il faut savoir rester ouvert, flexible dans sa tête pour le monde qui nous arrive dessus. Si on va se braquer, ça va être violent, hein. Et donc voilà, donc on me pose la question, est-ce que vous êtes sioniste ou pro-sioniste? Mais non, parce que pour moi, ça ne veut rien dire. Si vous me posez la question, est-ce que vous êtes pour ou contre l'existence d'Israël? Mais j'en ai rien à battre, Israël existe, puis s'il n'existait pas demain, bah, il n'existait pas demain. J'ai pas de pour et de contre. Moi j'ai des amis, j'aimerais bien qu'ils vivent en paix et bien. Mais si demain, un jour, un pays existe, un jour il n'existe pas, rien n'est immuable, rien n'est immortel. Alors on me dit, oui, mais Israël a le droit d'exister, mais personne n'a le droit de rien. Tu as le droit d'aller faire caca, si on t'en donne l'autorisation, peut-être. Arrête avec le droit d'exister. On dirait un enfant qui dit, oui, mais j'ai le droit de... Ta gueule, t'as le droit à rien. T'existes, t'es fort, t'as une arme nucléaire, c'est pas mal. Mais si demain, on te pète la gueule, on te massacre parce que t'as été trop con, soit parce que t'as baissé la garde, soit parce que t'as été trop agressif et que tout le monde s'est mis contre toi, c'est ton problème. Alors évidemment, si tu m'envoies une bombe nucléaire sur la Suisse, ça me gonfle, quoi. Mais voilà, donc à la fin, c'est un débat qui n'a pas de sens parce qu'il est émotionnel, parce qu'il est religieux, au sens pas au sens de ce que devrait être la religion, c'est-à-dire relier les gens. Il est dans le dogme, il est l'extrémisme. Et les gens qui sont la majeure partie de la population, qui sont des gens normaux, qui sont euh, simples, eh bien eux, ils ne parlent pas et ne s'expriment pas. C'est l'immense majorité des juifs n'écoutent pas le CRIF ou n'aiment pas, mais ils sont obligés parce qu'il y a une sorte de poids. Et de l'autre côté, l'immense majorité des gens, ils veulent juste euh, avoir la liberté en France ou en Palestine, dans tous ces endroits un peu occupés comme ça. C'est bon quoi, ils ont pas la haine des juifs ou comme ça, faut arrêter avec ces conneries. Encore une fois, hein, parlez à Soral, écoutez-le, c'est pas du tout haineux ce qu'il raconte, donc voilà. Alors, toujours lié à ce sujet, ce sera la dernière question. Comment peut-on travailler en étroite collaboration avec Égalité et Réconciliation et en même temps soutenir le sionisme? Bon, bah, je pense que j'ai répondu à cette question. Et alors ensuite, s'il s'agit de choisir son camp, bah, moi je vais être clair, je suis dans le camp suisse. Je suis dans le camp de mon pays et je suis dans le camp des gens qui sont autour de moi. Et je défendrai d'abord ma famille, quelle que soit leur religion, leurs appartenances. Je défendrai mon clan, ma vallée et mon pays qui est la Suisse. Et après, peut-être, ouais, l'Europe, et si possible, bah, on essaie d'aider le monde entier, quoi. Mais faut pas mettre l'approche à la George Bush de dire si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Vous risquez d'avoir la réponse eh bien dans ce cas-là, je suis contre toi. Et vous n'avez pas envie de m'avoir contre vous. Donc moi, je suis contre personne. Je suis plutôt un mec facile à vivre, bienveillant, et il faut pas me chercher. Mais pour l'instant, ça va, hein, personne m'a vraiment cherché, quoi. Donc c'est cool. Mais voilà, simplement pour vous dire, pour vous expliquer que c'est des sujets qui sont quand même assez
polémique et pour rien en plus, parce que c'est, je veux dire, le problème en Palestine, il est résolu en 3 secondes, quoi, si on le voulait bien, mais les gens qui ont le pouvoir, ils ne le font pas. Probablement parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire dans le trafic d'armes entre les États-Unis, Israël et entre l'Arabie Saoudite et Israël, voilà. Mais bon, l'humain reste l'humain. Donc voilà, je ne dis pas que c'est un sujet sans importance, c'est un sujet capital, très important, même central, et simplement, j'ai l'ambition dans mes livres de plutôt parler de ce qui peut nous aider en termes d'individus ou de petits groupes d'individus, et ce n'est pas de faire de la géopolitique. Pour ça, bah, la géopolitique, vous avez Choprade, c'est pas de faire une critique sociale très, très puissante, il y en a d'autres qui le font mieux que moi. Voilà. Alors pour une toute dernière question, pour les 2 minutes qui me restent, ça vous aura fait presque 3 heures hein, de questions-réponses. C'est la toute dernière. On me dit quels sont vos projets pour ces prochains mois, prochaines années. Alors tout d'abord, je vais faire, vous avez remarqué, je fais de moins en moins de conférences parce que je suis débordé. Donc j'ai peu de projets de conférences. Je vais en faire encore quelques-unes en France. Je crois qu'il y en a une à Aix en avril. Sauf erreur, j'en ai quelques-unes j'en ai une à Lausanne en mai. Je ne sais pas si elle est ouverte au public, on verra. J'en ai encore, je crois que j'en ai une en Bretagne en mars. Et on a une qui est en train de s'organiser, mais on ne sait pas encore quand, dans le nord à Lille. Voilà, sinon, niveau livre, eh bien, avec Vol Ouest, nous avons commis un autre livre qui est donc sur les femmes, on vous en dira plus, qui devrait sortir en mars, autour du Salon du Livre, donc ce serait intéressant. Donc ça me donnera peut-être l'occasion de repasser à Paris. Voilà, pour ceux qui ont envie. Sinon, moi personnellement, ben, essentiellement, je passe mon temps à Mabad, à part quand je prends un peu de vacances. Mais essentiellement, je passe du temps dans ma base de tour durable, avec ma famille, avec mes amis, avec mon clan. Je travaille beaucoup sur le lien social autour de moi, c'est obligé. Pour parfaire mes compétences. Donc j'ai beaucoup de travail juste pour moi, hein, presque mon travail à plein temps. Et puis, personnellement, je travaille sur plusieurs projets en ce moment. Tout d'abord, bah, je vais démarrer, vous aurez une vidéo bientôt, dans quelques jours, euh, que je vais lancer pour vous expliquer bah, à partir du 1er janvier ce nouveau projet sur comment est-ce qu'on peut être en forme pour la survie. Donc c'est un projet qui va être passionnant. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est passionnant. J'ai lu des quantités de livres incroyables sur le sujet de la nutrition. Enfin tout ça, c'est dans ma tête, c'est en train de se décanter. Ça va, à mon avis, ça peut être vachement, vachement intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ensuite j'ai un autre projet qui sera annoncé aussi bientôt avec quelqu'un de très connu qui va parler essentiellement de l'anthropologie et le pourquoi et le comment on est apte à survivre ou pas. Donc ça c'est un truc qui va aller, c'est assez puissant hein, comme truc. Ça va aller loin dans l'anthropologie, ça va aller loin dans la neurobiologie, ça va aller loin dans le. Alors là aussi j'ai dû en lire des bouquins et puis waouh j'ai appris des trucs. Hein. Donc et dans les sciences comportementales. Donc ça va être vraiment intéressant. Donc ça va être un livre, je ne sais pas si c'est pour là aussi, ce sera probablement pour fin 2014-2015. Mais enfin, c'est un sujet qui est passionnant. Alors, j'ai aucune idée si ça va intéresser du monde, mais je pense que ça peut intéresser des millions de gens. Ou alors, on va me dire non, mais c'est trop pointu. Je ne sais pas encore. On l'a pas encore. Je l'ai pas encore décanté, mais en tout cas, l'autre personne avec qui l'écrit, on va vous l'annoncer bientôt. C'est un mec solide, quoi. Donc, c'est un balèze, quoi. Donc, je pense que à deux, on aura des sujets vraiment intéressants. En fait, j'aime bien écrire à 4 mains. C'est vachement intéressant. On apprend plus. Donc voilà. Et donc tout ça, vous le saurez dans le courant de 2014, je veux dire. Ça va être une année euh, très, très hard, assez, je crois, en fait. Donc je vais faire mes vœux bientôt, et c'est là où je vais donner un petit peu mon avis sur 2014. Je ne voudrais pas le faire ici. Je sais que j'ai eu des questions qui me disent qu'est-ce que vous pensez pour 2014. J'y répondrai pendant mes vœux habituels que je continuerai à faire parce que c'est sympa et puis parce que ça me permet de remercier les gens qui ont compté dans l'année. Mais je pense que 2014, ça va être une année beaucoup. J'avais dit que 2013, ça allait être calme. Ça a été assez calme. Je m'attendais à un crash en septembre, mais il n'est pas venu. Mais vous allez voir, en 2014, on va danser quoi. Donc voilà, on va le bouffer. L'effondrement économique, il va bien s'accélérer en 2014. Voilà, mais je vous en dis pas plus pour garder le suspense. Donc voilà, c'était ma petite séance annuelle, donc je le fais pas tous les mois, mais je vais peut-être le faire une fois par an. Donc ça sert à rien à la suite de cette vidéo de me bombarder de questions, je vais les oublier. Vous les gardez dans votre petite tête et à la fin 2014, bah, peut-être je referai cet exercice. Je sais pas si ça va être 3 heures.
Mais enfin, voilà, et j'apprécie surtout les questions qui sont fonctionnelles plus que des questions sur moi, parce qu'en fait, on s'en fout de moi. Et moi aussi. Donc, j'ai déjà assez de la peine à gérer moi-même, donc si en plus les gens s'intéressent à moi, les mecs, intéressez-vous à vous, c'est vous qui êtes important, c'est pour vous, c'est vous d'être responsable de vous-même, c'est votre vie, c'est celle de votre famille dont vous êtes responsable. Et donc, voilà, bah, comme d'habitude, je vous laisse avec le message classique. Au boulot! Ciao!